Bonsoir, bonjour selon l'espace d'où vous allez nous recevoir au moment où vous allez écouter cette vidéo. Je suis Gilliane Sinan, donc l'initiatrice de Connecter au succès, qui est cette plateforme de coaching et de formation destinée aux populations noires francophones de partout, particulièrement du Canada, mais également de toutes les régions où il y a des populations qui ont en partage la langue française et qui sont noires. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Lamine Diallo, avec lequel je vais échanger, qui va partager son parcours et puis sur lequel on va parler aussi à propos de ce mois de février qui a été institué comme le mois de l'histoire des Noirs. Donc, on va échanger avec Monsieur Diallo sur ce mois-là qui est destiné aux populations noires. Bonsoir, Monsieur Diallo. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Merci de... Oui, ça va très bien. Merci infiniment. Je vais très bien, merci. Et vous-même? Ça va super bien, merci. Je suis vraiment honorée de vous recevoir ce soir pour partager votre parcours. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qui est Monsieur Lamine Diallo? Ben, mon nom est Mohamedou Lamine Diallo. En fait, je suis né au Sénégal. Je suis venu au Canada, ça fait à peu près une quarantaine d'années. Mhm. Je suis venu au Sénégal en tant qu'étudiant international, comme boursier de la francophonie. Et puis, j'ai fait mon diplôme d'ingénieur, en fait, au Sénégal. Mhm. J'ai fait ça à l'école polytechnique de Thiès, qui est une école qui a été faite par les Canadiens pour les pays francophones qui sont dans la sous-région ouest africaine. Vers les années 70. Donc, c'était leur contribution pour le développement de l'Afrique francophone. Donc, je suis allé à cette université-là, donc après le baccalauréat, j'ai fait mes 5 ans là-bas. Et après ça, bon, j'ai eu la chance d'avoir la bourse de la francophonie pour venir faire la maîtrise, parce que leur objectif, eux, c'était que les locaux, les Sénégalais qui ont étudié dans cette école-là, ils en prennent chaque année quelques-uns, un, deux ou trois, pour qu'ils viennent faire leur maîtrise et leur doctorat et puis retourner remplacer le corps professoral canadien, car le corps professoral était entièrement canadien et c'était basé sur le curriculum de Polytechnique de Montréal. Donc, c'est comme ça que je suis venu au Canada vers les années 80. J'ai fait ma maîtrise. Après ça, la condition, c'était de retourner au Sénégal, servir au moins 3 ans. Donc, je suis retourné au Sénégal pour enseigner à l'école polytechnique de Thiès là-bas où j'ai fait mon diplôme d'ingénieur. J'ai enseigné pendant 3 ans et je suis revenu au Canada pour le doctorat vers les années 92. Donc, j'ai fait mon doctorat en génie mécanique, spécialité les matériaux composites. Donc, c'est les matériaux qu'on utilise au niveau pour l'industrie automobile et l'industrie aérospatiale. Donc, j'ai OK. fait aussi, voilà, donc c'est mon parcours sur le plan universitaire. OK, donc Monsieur Diallo arrive au Canada dans les années 80 pour faire des études au Canada. Et après ces études-là, vous devriez retourner au Sénégal pour 3 ans. Et donc, après ça, vous êtes revenu au Canada. La question que j'aimerais vous poser, comment vous vous êtes senti quand vous êtes arrivé la première fois au Canada? Ben, disons que, premièrement, je suis arrivé au Canada en début mois janvier, en plein hiver. En plein hiver. Donc, j'ai quitté Dakar le 5 janvier, en fait, Wow. cette année-là. Il faisait plus 25 à Dakar Aïe, et aïe. je suis arrivé à Montréal, il faisait moins 25. Oh mon Dieu. Donc, une différence de 50 degrés Celsius. Oui, Vous imaginez quel choc, non seulement quel choc sur le plan température que j'ai température. eu. Donc, ce n'est pas évident. Et Mhm. puis, mais vous savez, nous, Africains, on est résilients, on s'adapte très, très rapidement. Donc, je me suis adapté, malgré la différence de culture, malgré bon, le fait que c'est un nouveau pays pour moi, mais je me suis quand même adapté. Mhm. Donc, et surtout avec l'aide aussi de compatriotes sénégalais qui étaient là avant moi, disons, qui ont été comme des mentors pour moi.
je me suis adapté très, très rapidement. Ah, super. Donc, vous arrivez, vous avez eu cette chance-là d'avoir des membres de la communauté sénégalaise qui étaient déjà au Canada, donc qui vous ont accompagné. Donc, ça a atténué l'effet du choc culturel et du choc de l'environnement et tout ça. Et mais à quel moment est-ce que vous commencez déjà à avoir des défis particuliers quand vous arrivez au Canada? Disons que bon, durant les études, bon, c'est sûr que bon, en tant qu'étudiant, c'est des défis. On est boursier, donc les revenus sont limités. Donc, il faut tout calculer sur le plan, les Oui. dépenses, il faut les calculer. Et bon, ce qu'on mange, on peut pas. Et puis, l'appartement, il faut partager un appartement. Et Mhm. puis, vous savez, je suis venu ici jeune. Bon, vous savez, en Afrique, on n'est pas habitué à cuisiner nous-mêmes. On n'est pas habitué à faire le lavage nous-mêmes. Donc, c'est soit la maman ou les sœurs qui font ça pour nous. Donc, j'étais obligé de faire tout ça de moi-même lorsque je suis arrivé ici. C'était aussi une autre adaptation. Mhm. Mais quand même, je trouve que ça s'est passé bien, on passe à travers, parce que bon, je vois aussi les autres qui étaient ici, mes concitoyens sénégalais qui étaient déjà là, ils faisaient la même chose. Ils disaient, ben, écoutez, ils le font, donc moi, je peux le faire. Donc, je me suis adapté dans ce sens-là. Donc, ça, c'était les premiers défis, c'est de changer cette mentalité bon, de ne pas faire certaines choses, certaines tâches ménagères, mais maintenant, il faut le faire. Il faut être indépendant, il faut faire son épicerie soi-même, il faut tout faire par soi-même, gérer ses économies. C'est Mhm. le premier défi. Ben, bien entendu, les études, c'est toujours un défi d'étudier parce qu'il faut, on se dit, ben, j'ai pas le droit d'échouer. Donc, j'ai quitté l'Afrique pour venir ici, il faut que je réussisse. Donc, Mhm. ici, on travaille fort, donc très, très fort. Donc, c'était les premiers défis, disons. OK. Alors maintenant, quand vous quittez l'université, que vous devez rentrer maintenant dans le monde du travail, comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que l'intégration a été automatique? Vous avez eu tout de suite un emploi ou est-ce que vous avez dû frapper à plusieurs portes avant d'obtenir un emploi? Ben, c'est-à-dire que dans mon cas, c'était un peu spécifique parce que c'était prévu déjà, lorsque je retourne au Sénégal, je vais enseigner à Polytechnique au OK. Sénégal. Donc, Mhm. je suis allé directement enseigner là-bas. Mais c'est un défi. Un, Mhm. j'étais jeune professeur. Donc, j'ai quitté ici. J'ai fini donc, c'est après la maîtrise, entre la maîtrise et le doctorat. Donc, j'ai fini la maîtrise. Je suis allé, jeune professeur, sans expérience. Et puis, je me place devant les étudiants. Et puis, ce n'était pas évident. Et puis, il fallait donner des cours. Et ils m'ont donné, je me rappelle, 3 cours en même temps pour la première session. Mhm. Donc, je ne dormais pas. Il fallait préparer les cours. Donc, je m'attendais à ce que les étudiants me challenge. Donc, il faut préparer presque toutes les nuits sans arrêt. Donc, c'était un premier défi. Et puis, bon, je me suis quand même, bon, j'ai passé à travers. Ça s'est bien passé quand même. Donc, Polytechnique, c'était au Canada ou c'était au C'était Sénégal? au Sénégal. Donc, Au comme je disais au Sénégal. début, Maintenant, oui, euh, continuez. voilà, c'est une école d'ingénieurs qui a été bâtie par les Canadiens pour Pour les francophones de la sous-région. la Donc, sous-région. oui, il y avait des bon, Sénégalais, bien entendu, des Béninois, des Togolais, des Mhm. Ivoiriens, etc. Donc, OK. ils les envoyaient là-bas. Et donc, c'était comme, ils ont une bourse, Mhm. ceux qui bon, ils ont une bourse et puis ils restent. Donc, pour eux, c'était leur façon d'aider au développement des pays africains dans le de l'ingénierie. OK, donc vous venez faire des études au Canada, vous retournez au Sénégal pour enseigner à Polytechnique et à un moment Oui. donné, vous revenez au Canada en tant que salarié ou avec quel statut? Ben, je suis revenu en tant que salarié. Mhm. Donc, je suis revenu au Canada en tant que salarié, donc c'était pour faire le doctorat. Et puis, il était prévu, lorsque je termine le doctorat, pour retourner là-bas, Mhm. mais pour certaines circonstances que je pourrais expliquer après, Mhm. je suis resté.
Et lorsque je suis resté, donc, ben, finalement, ils ont coupé mon salaire, bien entendu, en certain moment parce que je ne suis pas revenu. Donc, je suis resté au Canada. Donc, je suis à Polytechnique, j'ai été chargé de cours et puis assistant de recherche à un moment donné, donc après le doctorat. Donc, finalement, bon, j'étais pas employé à l'université, à Polytechnique de Montréal ou à l'université comme permanent, mais contractuel, bon, chargé de assistant de recherche. Et ce qui est arrivé vers fin 2000, j'ai eu j'avais un laboratoire là-bas que je dirigeais avec des étudiants. Et puis, il y a l'agence de certification canadienne. Eux, ils sont venus, c'était pour on voulait qu'ils approuvent notre laboratoire pour faire des tests qui seront approuvés par cette agence-là. Et lorsqu'ils sont venus, ils ont vu le laboratoire que j'ai et puis les travaux que nous avons faits, ils m'ont proposé est-ce que je peux venir travailler avec eux. Donc, c'est comme ça, je suis venu à Toronto depuis. À Toronto. Alors, concrètement, votre travail, ça consiste en quoi? Est-ce que vous pouvez donner des détails? Actuellement, principalement, donc, l'Agence canadienne de certification, donc, nous certifions tous les produits qui rentrent au Canada, donc, en passant les frigidaires, les pompes, tout ce qui rentre au Canada, disons. Aussi, on fait aussi l'énergie, l'efficacité énergétique au niveau des maisons, les portes, les fenêtres, pour s'assurer que ça rencontre les normes énergétiques nord-américaines. Et puis, les téléviseurs, les fiches de, vous voyez ce petit logo CSA. Donc, c'est parce que nous faisons les tests et nous évaluons les produits et nous assurons qu'elles rencontrent les normes canadiennes. Et si ça passe, donc, on certifie, donc ces produits-là pourront être dans le marché, les compagnies pourront vendre ces produits-là dans le marché. Ok, j'ai une question à propos de la représentativité. Je veux dire, au sein de cet organisme-là, quand vous arrivez, quand vous intégrez le CSA, est-ce que vous retrouvez des personnes d'origine africaine dans cette structure? Ou est-ce que vous êtes, Il y en a, est-ce que vous êtes en minorité? Oui, bien sûr, on est en minorité parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Jusqu'à présent, d'ailleurs, ben, il y en a, il y a des Africains, mais jusqu'à présent, on n'est pas aussi nombreux que ça. Mais quand même, il y a des Africains, des collègues africains de, de, de toutes les régions africaines, mais on n'est pas aussi nombreux que ça, bien entendu. C'est un nombre limité quand même. OK. Est-ce que vous avez rencontré peut-être des défis pour gravir les échelons ou ça s'est fait vraiment comme une lettre à la poste sans problème? Non, pas du tout. Pas du tout. Euh, Non, non, non. Pour être franc avec vous, non, je ne pas. Ben, je peux pas mettre ça au niveau de l'origine, mais non, j'ai eu des difficultés pour gravir les échelons. Ça, c'est vraiment. Oui, c'est des difficultés pour gravir Et les quels échelons. sont les leviers, par exemple, que vous pourriez donner à des jeunes, par exemple, aujourd'hui, qui veulent rentrer dans la vie active ou qui peuvent se retrouver dans la même situation que vous précédemment? Quels sont les leviers que vous pourrez leur donner, par exemple, pour ne pas abandonner, continuer même malgré les obstacles? Je pense que il faut toujours se dire, ben, il faut être résilient. Il faut étudier, aller le plus loin possible, parce que nous, Africains, on est obligés de travailler beaucoup plus que les autres pour faire notre place. Donc, il faut s'assurer qu'on travaille le maximum possible à l'école, avoir le diplôme le plus loin possible. Et de ce point de vue, on pourra faire valoir ses connaissances, on pourra faire valoir ses capacités intellectuelles au niveau du monde du travail. Donc, il faut faire les études le plus long possible, ne pas abandonner, ne pas lâcher prise, continuer le maximum possible pour faire sa marque, pour faire sa place. Mais souvent, ce qu'on constate, c'est que les défis
que les personnes rencontrent, ça affecte à un moment donné leur estime d'eux-mêmes. Et donc, quand Justement, l'estime de soi est touchée, ça fait que la personne n'a pas les ressources pour pouvoir persévérer. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? justement, il faut, il faut pas se laisser, il faut pas se laisser abattre par ça. Et moi, ce que je propose, essayez d'avoir un mentor, un autre Africain qui a beaucoup plus d'expérience que vous pour vous donner des conseils, pour être votre mentor, pour vous guider dans le cheminement. Donc, il ne faut pas s'isoler, bien entendu. Et puis, il faut se dire que nous Africains, on est capable. On est très, très capable. D'ailleurs, juste le fait de quitter l'Afrique, laisser ses parents en Afrique, laisser changer d'endroit, venir ici, une nouvelle culture, avec les défis, tous les défis sur le plan du climat, et tout ça, ça veut dire que déjà on est résilient. Donc, si vous faites le sens contraire, si vous prenez quelqu'un qui est d'ici et vous l'emmenez en Afrique, il aura beaucoup plus, ce sera plus difficile pour lui de s'acclimater que le contraire. Donc, nous, on a cette résilience intrinsèque. Donc, il faut capitaliser là-dessus et foncer, ne pas abandonner. Dire qu'on est capable, on est fort, il faut foncer. OK, je retiens qu'il ne faut pas abandonner, il faut se dire qu'on est capable et puis il faut aussi avoir un mentor, quelqu'un qui est beaucoup plus expérimenté que nous, qui est là, qui était là avant nous, pour que cette personne-là puisse nous guider, cette personne-là puisse nous donner des conseils pour ne pas que l'on se perde. Alors, je voudrais maintenant qu'on aborde la question du mois de février, qui est le mois qui est consacré à l'histoire des Noirs. Vous, Monsieur Diallo, vous êtes ici au Canada, on va dire, vous êtes arrivé dans les années 80. Et quel est votre sentiment par rapport à ce mois, le mois de février qu'on a dédié à l'histoire des Noirs? Quelle est votre appréciation de cela? D'abord, je vais vous dire comment, moi, lorsque j'étais en Afrique, on n'entendait pas parler de ça. Bon, peut-être que c'était tout, soit c'était tout nouveau ou c'était pas encore vraiment mis en exergue. C'est vers les années 2000, 2006, 2007 que j'ai eu à être imprégné de cette notion de l'histoire Le mois de l'histoire des en Noirs. Afrique. Parce que, en passant, j'ai été président du conseil d'administration de Choc FM, qui est la radio communautaire francophone de Toronto. Je ne sais pas si certainement Oh, vous avez entendu parler de ça. Donc, mhm. j'ai pendant 2 ans. Et en ce temps-là, donc c'est à cette période-là que nous avons rencontré le maire de Toronto. Je pense que c'était David Miller. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai été vraiment imprégné de ça. Donc, d'abord, moi, ma première impression, c'est que si j'avais des suggestions à faire, moi, au lieu de l'appeler, de mettre le mot noir là-dedans, moi, l'histoire, le mois de l'histoire des Noirs, j'aurais plutôt parlé des peuples de descendance africaine. Africaine. Pour plusieurs raisons. Okay. D'abord, pour enlever cette connotation de noir, black, noir, qui a cette connotation péjorative. La deuxième raison, c'est pour valoriser cette inclusion au niveau de tous ceux qui sont de descendance africaine, quelle que soit leur origine. Que ce soit les Africains les Africains d'origine en Afrique, les Africains d'origine de la diaspora, ou les Afro-Carabiens ou les Afro-Américains. Moi, d'ailleurs, je suis en train de militer pour qu'il y ait une uniformité, qu'on ne fasse plus la distinction entre les peuples de descendance africaine, mais qu'on ne dit plus, par exemple, je suis africain né à Abidjan, je suis ivoirien, je suis zaïrois, je suis congolais, mais je suis africain né à Abidjan. Je suis africain né à Dakar, ou je suis africain de descendance africaine
né à Port-au-Prince, etc. Je pense qu'il faut qu'on aille là-dessus pour qu'il y ait cette union, cette unité, je ne dirais pas unité africaine, mais unité de tous les descendants africains pour qu'on ait une seule voix. Donc, moi, c'est ma première impression à propos de l'histoire. Du moins de l'histoire des Noirs. Si vous aviez une suggestion à faire, ce serait de le renommer et puis le Justement. nommer le mois de l'histoire des personnes d'ascendance africaine. Justement, voilà. Le mois de Justement. l'histoire des personnes d'ascendance africaine. Alors, de ce Justement. que vous savez de ce mois, quelles sont les avancées que ce mois-là a permis aux personnes d'ascendance africaine d'obtenir? Bon, je ne suis pas convaincu s'il y a eu beaucoup d'avancées, mais quand même, c'est sûr que bon, ce n'est pas négatif. Quoique, moi, j'aurais préféré qu'au lieu qu'il y ait un mois, mais que ça soit d'une façon continue dans l'année. Que ça soit continu dans l'année. Et puis, parce qu'il faut dire la vérité, que nous, les Africains, nous, ceux qui sommes de descendance africaine, on a subi non seulement l'esclavage, la colonisation, la période néocoloniale, et même encore aujourd'hui, tout ce que nous subissons, les exploitations que les Occidentaux au niveau des ressources africaines, alors que nous, l'Afrique, nous sommes bénis par le fait que nous avons des ressources, mais nous les exploitons, c'est quelqu'un d'autre qui vient les exploiter à nos places, et ça, c'est quelque chose que nous subissons. Donc, moi, je pense qu'il faudrait qu'on mette l'accent sur le fait qu'on nous doit, il y a de la redevance par rapport aux Africains. Donc, un seul mois, moi, je trouve que ce n'est même pas suffisant. Ça devrait être d'une façon beaucoup plus allongée dans l'année, que ça reflète vraiment toutes les peines que nous avons subies. OK. Et si vous deviez, par exemple, imaginer ou rêver la communauté d'ascendance africaine vraiment au meilleur de son potentiel, qu'est-ce que vous verrez pour la population, les populations, en fonction de ce que vous voyez déjà aujourd'hui, hein? Comment est-ce que vous imaginez les populations d'ascendance africaine qui seraient vraiment dans la meilleure des conditions? Qu'est-ce que vous voyez? On peut dire D'abord, ici l'unité. au Canada d'abord, avant de parler général. D'abord, que cette communauté soit unie. Parce que si vous remarquez, nous ne sommes pas unis. Parce que on part toujours en termes de communauté ivoirienne, communauté sénégalaise, communauté camerounaise. Mais on devrait avoir cette unité africaine. Communauté africaine ou communauté de descendance africaine. C'est la première chose au niveau du Canada. Au niveau de la diaspora. Ça, c'est une première chose. Maintenant, au niveau de l'Afrique, moi, mon rêve, c'est qu'il y ait une unité africaine. Pas seulement sur le plan politique, mais sur le plan économique. C'est-à-dire qu'une Afrique, presque un seul pays, une monnaie africaine. Enlever les barrières qui ont été faites par les colons, et puis avoir une ou deux compagnies aériennes pour l'Afrique. Que nous ayons nos propres chaînes hôtelières, par exemple, comme les Occidentaux, et que nous reconnaissons que ça nous appartient et que nous devons favoriser je dirais, entre guillemets, ce nationalisme africain. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on puisse promouvoir cet aspect. OK. Vous avez soulevé un point tantôt qui est vraiment intéressant, que j'aime bien, c'est le fait que on parle souvent de communauté ivoirienne, communauté sénégalaise, communauté camerounaise, mais est-ce que c'est pas dans, je veux dire, la colonisation, les effets de la colonisation, la balkanisation du continent, là, qui, on va dire, dans le conscient, dans le subconscient des Africains, a créé cette séparation qui fait que
aujourd'hui, peut-être, il y a des gens qui se sentent plus de telle nationalité que africain, c'est-à-dire qu'ils présentent le pays, parce que c'est ça, on a nommé les différentes zones là, parce que je sais que avant l'Empire du Mali, ça prenait tout ce qui était l'espace de Côte d'Ivoire et tout ça. Mais aujourd'hui, là, parce qu'on a tout divisé, donc on dit, il y a le pays qu'on appelle Mali, il y a la Côte d'Ivoire, vous voyez. Donc peut-être que les effets de la colonisation ont un rôle à jouer dans cette façon de se percevoir, cette façon de s'éloigner ou voir l'autre comme quelqu'un de différent alors on est frères, on est pareil. Vous avez parfaitement raison. D'abord, je pense que il est vrai que les colons, les Occidentaux, ont pratiqué cette politique de régner, diviser pour mieux régner. Mais c'est nous, Africains, maintenant, après tant d'années d'esclavage, de colonisation, de néocolonisation, et les choses continuent, même si sur le plan, disons, formellement, la colonisation n'est plus là, mais il y a un caractère subtil de la colonisation qui est toujours ici, ou du néocolonialisme qui est toujours ici. Mais c'est à nous, Africains, d'être conscients. Cette mentalité, on doit s'en débarrasser. Et pour s'en débarrasser, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle entre nous. Il faut qu'on soit conscient de cette fait-là et dire, ben, écoutez, assez, c'est assez. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on pense pour nous, par nous et pour nous. Par les Africains, pour l'Afrique, pour les Africains, pour les populations de descendance africaine. Et puis qu'on se supporte. Que les Africains supportent les Haïtiens, les Africains, les Africains de descendance, les Haïtiens que je dis. Les personnes qui ont été déportées, enlevées à l'Afrique, qui sont allées, qu'on retrouve dans les Caraïbes, qu'on retrouve disséminés un peu partout, qu'on se supporte, qu'on se retrouve en fait, que l'Afrique se retrouve. Qu'on se retrouve. C'est ça. Parce que si vous regardez, fondamentalement, nous, Africains, nous avons la même culture. Que vous soyez en Afrique du Sud, ou que vous soyez en Éthiopie, que vous soyez au Sénégal, c'est à peu près l'essence même, c'est la même culture, à peu près les mêmes plats, les mêmes façons de faire. Bien entendu, il y a des subtilités qui sont reliées à la nature locale de la région, bien entendu, c'est normal. Même dans le même pays, du nord au sud, les gens ont des choses différentes, mais d'une façon globale, nous avons la même culture. Même si vous regardez au niveau de ceux qui sont les Africains de descendance, ceux qui sont de descendance africaine, qui sont les Afro-Carabiens, ils ont aussi certaines cultures qui nous sont propres, mais les différences, il y a eu des différences, parce que bon, ils ont été, bon, ceux qui sont à côté, les Amériques, au niveau de Nord-Amérique, etc., il y a eu cette influence, mais fondamentalement, si vous regardez, fondamentalement, vous pourrez reconnaître certaines cultures, certaines spécificités culturelles qui nous sont propres à nous tous, quelle que soit la région d'où on vient en tant qu'Africain, en tant que descendant africain. Alors, je voulais aussi qu'on aborde la question du leadership parce que au niveau de connecter au succès, c'est une des thématiques qui nous tient à cœur après l'estime de soi, c'est le leadership. Donc, comment est-ce que vous pensez que aujourd'hui, on peut, en tant qu'Africain, en tant que personne d'ascendance africaine, exercer un véritable leadership ou essayer de bâtir quelque chose qui va révéler le leadership des Africains qui sont, par exemple, au Canada, d'abord? D'abord, vous savez, leadership, c'est quelque chose que nous tous, nous parlons de leadership. Et, que chacun, mais quand c'est à la mode, on parle de leadership. Mais et chacun a son opinion là-dessus. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que, en fait, d'ailleurs, 99% des gens voudraient être
leader et avoir les bénéfices du leader, mais ils n'ont pas cette mentalité pour être leader. Donc, la première chose, il faut avoir la mentalité de leader. C'est-à-dire dire que ben, je suis capable, je suis assez, j'ai les moyens d'être leader. Donc, moi, je dirais que leadership, c'est quelque chose de difficile et complexe. Mais ce qu'il faut faire, il faut. Ce qui arrive, c'est que lorsqu'on est leader, c'est quelqu'un qui est capable de se tenir debout, même dans les temps difficiles. C'est-à-dire quelqu'un qui ne baisse pas les bras facilement. Donc, il faut qu'on soit fort, qu'on ne baisse pas les bras facilement, qu'on puisse avoir une direction claire de ce qu'on fait, de ce qu'on cherche et où on va. Et de ce point de vue, on a cette mentalité de leader. Et puis, il faut être fort, il faut être résilient. Il ne faut pas baisser les bras, comme je dis. Donc, et puis, être un leader aussi, c'est quelqu'un qui a cette mentalité, dire que ben, je vais m'occuper de mon entourage. Donc, on n'est pas, on pense pas seulement à soi, mais on pense aussi à sa communauté. Et de ce point de vue, on peut penser être un leader. Parce qu'on ne peut pas être leader pour soi-même. Il faut être leader aussi pour la communauté en général. J'aime beaucoup le point que vous venez d'aborder là. Le leadership, c'est pas seulement quelqu'un qui pense à lui, qui est capable de tenir devant les défis, devant les difficultés, mais c'est quelqu'un aussi qui est capable de mener des actions pour sa communauté. Donc, il veut voir des changements à son niveau, mais également au niveau de sa communauté. Un autre des aspects que je voulais qu'on aborde, c'est la jeunesse, parce que moi, la jeunesse me tient à cœur et j'estime que la jeunesse, c'est la relève. La jeunesse, c'est elle, ce sont les dirigeants de demain. Et ce que je note particulièrement au niveau de nos communautés d'ascendance africaine vivant au Canada, c'est vrai qu'il y a un problème en général au niveau des jeunes, que ce soit au Canada ou que ce soit en Afrique ailleurs, mais je remarque aussi que les jeunes, quand ils arrivent ici avec leurs parents, peut-être parce que les parents ont des défis d'intégration, donc les jeunes sont un peu déconnectés euh, sont déconnectés même au niveau de la cellule familiale, mais ils sont déconnectés même de notre culture, de nos valeurs, de nos traditions. À ce niveau-là, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil ou indication aux parents pour ne pas que les enfants soient déconnectés? D'ailleurs, la première chose que je dirais, il faudrait que les parents soient responsables aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire que, comme vous le dites, parfois les parents sont très occupés parce que bon, les défis sont énormes. Il faut travailler, faire deux shifts pour subvenir aux besoins de la famille. Mais aussi, il faudrait qu'on pense que il faut donner de la place aux jeunes d'abord. Et puis aussi, il faudrait qu'on n'oublie pas la culture. C'est-à-dire que, première chose, il faut... par exemple, ici à Toronto, ben, je vois que les gens ont tendance à parler anglais. Et puis, j'ai toujours l'habitude de dire, nous ne sommes pas des anglophones, nous ne sommes pas des francophones, nous sommes des Africains qui utilisons la langue anglaise ou la langue française pour communiquer parce que c'est des langues beaucoup plus internationales. Donc, d'abord, essayons de parler nos enfants dans nos langues maternelles pour qu'ils soient conscients, ces jeunes, du fait que même s'ils sont nés ici, même s'ils ont grandi ici, leur source, c'est l'Afrique. Et l'Afrique, c'est un continent qui est riche à tout point de vue. Aussi, que les parents, s'ils sont capables, s'ils ont les moyens, d'amener, de faire visiter les enfants l'Afrique de temps en temps pour qu'ils s'imprègnent des réalités africaines, pour qu'ils goûtent à l'hospitalité africaine,
comment on est organisé sur le plan social, cette beauté sociale que nous avons en Afrique. Donc, il faudrait que les parents fassent cet effort-là. Bon, je sais que ce n'est pas toujours facile, mais le faire. Et puis que les jeunes aussi aient aussi cette conscience. Donc, ce n'est pas juste les parents, mais que les jeunes eux aussi, que lorsque les parents leur tendent la main, lorsque les parents voudraient qu'ils soient intégrés au niveau de la culture africaine, mais il faut qu'ils acceptent ces jeunes-là de le faire et puis d'aider leurs parents à les aider à être beaucoup plus imprégnés dans la culture africaine. Et puis, moi, je trouve que c'est normal que, surtout les jeunes, lorsqu'on va quelque part, on est influencé par l'environnement, mais moi, j'ai l'habitude de dire un tronc d'arbre ne sera jamais un crocodile, quel que soit le temps qu'il passe dans l'eau. Donc, restons le tronc d'arbre africain, même si on a quelques écailles de crocodile, et ça va nous aider pour être des Africains intègres et des Africains qui sont imprégnés de notre culture. Merci, merci, Monsieur Diallo. Alors, pour terminer, je voulais vous demander si vous aviez des leçons à tirer de votre parcours depuis 1980 jusqu'à maintenant, quelles seraient ces leçons, ces choses que votre parcours vous a appris? Ben, disons que, en fait, moi, mon objectif, ce n'était pas de rester. Pour être franc avec vous, j'aurais aimé retourner. J'ai même un peu regretté. Si c'était à recommencer, je retourne en Afrique et servir mon pays. Mais les choses, ben, pour des raisons familiales, les choses ont tourné autrement. Donc, c'est ben, je dirais pas que c'est un regret, mais quand même, je dirais, ben, si ça a recommencé, je retournerai en Afrique. Parce qu'il faut dire la vérité, l'Afrique, c'est très beau. L'Afrique, c'est la joie. Donc, je retournerai en Afrique si c'est à recommencer. Mais il faut dire que, en tant qu'Africain aussi, il faut qu'on soit fier d'avoir quitté notre continent et d'être venu ici et de nous battre et de faire notre marque ici dans cette société-là, malgré les défis climatiques, malgré des défis sur le plan culturel. Et quand même, nous parvenons à nous imposer, nous parvenons à faire notre marque. Donc, je pense qu'il faudrait que nous tous, Africains ou de descendants africains, qu'on continue notre chemin et qu'on soit conscient que, où qu'on soit, l'Afrique est notre terre-mère et que nous devons travailler pour le développement de l'Afrique. Merci, merci vraiment, Monsieur Diallo, pour ces mots forts que vous venez de donner pour l'Afrique. C'est vrai, c'est justement ce sentiment-là qui a milité à la création de cette entreprise qui est connectée au succès, parce que j'estime que l'Afrique, comme vous l'avez dit, c'est notre mère, c'est notre terre-mère, et on doit lui redonner, on doit faire tout ce qu'on peut pour que l'Afrique ait un visage plus rayonnant, pour que les enfants d'Afrique soient plus heureux. C'est vrai qu'on dit souvent que malgré tous les défis qu'on connaît en Afrique, l'Afrique ne perd pas sa joie de vivre, l'Afrique ne perd pas son dynamisme, mais on peut faire mieux. On peut travailler ensemble pour vraiment un meilleur demain pour l'Afrique, pour que on parle de moins en moins de guerre, qu'on parle de moins en moins d'enfants malades, qu'on parle de moins en moins de problèmes d'éducation. Donc, ce que nous, on peut faire là, c'est ce que nous essayons de faire à travers Connecter au succès pour emmener les Africains à prendre conscience qu'ils ont de la valeur, à prendre conscience qu'ils ont du potentiel, à prendre conscience qu'ils ont des connaissances. Il faut quitter cette mentalité de j'attends forcément que ça vienne de quelqu'un. J'essaie de faire avec ce dont je dispose et si je manque de ressources,
j'ai des ressources humaines, je peux chercher des personnes. Il faut pas avoir peur d'appeler, de demander de l'aide parce qu'il y a toujours quelqu'un qui sait plus que vous et qui peut vous aider, qui peut vous aiguiller, qui peut vous orienter. Donc, c'est le but, c'est ce que nous essayons de faire au niveau de Connecter au succès pour amener la communauté africaine qui s'exprime en français parce que là, j'étais à une réunion tantôt et la ville a invité la communauté francophone, les personnes qui ont l'usage de la langue française, mais la ville a dû passer par un organisme anglophone. Et les francophones n'étaient pas contents parce que on est vraiment minoritaire, mais on est vraiment encore traité comme si on n'avait pas vraiment grande valeur, alors que le français et l'anglais sont les deux langues officielles du Canada. Donc, les communautés francophones, les communautés qui s'expriment en français ont encore plus de défis que les communautés qui s'expriment en anglais. Et c'est ce challenge-là qu'on s'est donné de faire rayonner plus les communautés qui s'expriment en français parce qu'on voit qu'il y a vraiment beaucoup de défis. En tout cas, je vous remercie, Monsieur Diallo, d'avoir accepté de partager ce moment-là avec nous pour partager votre expérience, vos conseils, vos idées pour un monde meilleur avec des personnes d'ascendance africaine. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot? Oui, pour nous tous, Africains ou de descendance africaine, j'ai l'habitude de dire, en citant Kwame Nkrumah, je ne suis pas né africain, mais l'Afrique est née en moi. Donc, il faudrait qu'on se sente que l'Afrique est en nous et qu'on doit travailler pour l'Afrique, pour le développement de l'Afrique, encore une fois, pour l'unité africaine. Oui. Où qu'on soit, on est tous de descendance africaine. Ouais. Merci beaucoup. Alors, je recevais ce soir M. Lamine Diallo, qui est africain, qui est né au Sénégal et qui a immigré au Canada dans les années 80, qui travaille à l'Agence canadienne de certification. Et ce soir, dans le cadre du mois dédié à l'histoire des Noirs, que M. Lamine Diallo aurait rebaptisé le mois des personnes d'ascendance africaine, on a échangé ensemble sur son parcours et sur son approche de ce mois-là, de ce qu'il apporte aux communautés noires et puis sur sa vision, son rêve pour l'Afrique. Merci encore, Monsieur Diallo, d'avoir pris du temps pour être en notre compagnie ce soir. Et puis, on se dit que on reste connecté parce que le meilleur est à venir. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci. L'honneur est pour moi de m'avoir invité. Ça a été un grand plaisir de m'avoir invité. Donc, merci infiniment. OK.